Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième causerie au coin du web, et particulièrement ému puisque aujourd'hui je vais vous parler de Saint-Exupéry et du management. Alors, il y aura trois questions au cœur de cet épisode. Quel lien entre Saint-Exupéry et le management ? Quel lien entre la vision et la critique du management qui est proposée par Antoine de Saint-Exupéry? Et enfin, c'est une question qui revient souvent tant de la part des lecteurs que des non-lecteurs d'Apocalypse managériale. Pourquoi mobiliser l'auteur du Petit Prince dans cette histoire, dans ce que j'ai appelé la petite histoire à New York? Alors pour commencer, quelques mots sur les rencontres de Saint-Exupéry avec le management. C'est un point qui est assez peu connu, mais Antoine de Saint-Exupéry, au-delà de ses expériences de pilote, a occupé 2 emplois de manager. Il a été contrôleur de fabrication au comptoir des Tuileries, qui connaît extrêmement bien l'acte de compter, qu'il évoquera dans le Petit Prince, et une partie de l'activité comptable. Et il a été également représentant commercial pour les camions Soreur. Alors, ça n'a pas été sur une année particulièrement glorieuse, puisque la légende veut qu'il ait réalisé une seule vente sur cette expérience. Mais, de toute évidence, ces 2 emplois ont été une opportunité unique pour l'auteur du Petit Prince de comprendre de l'intérieur l'expérience managériale, les pratiques de management. Et enfin, et c'est une hypothèse plus personnelle, je pense que les 2 années et demie passées par Saint-Exupéry à New York ont été une autre forme d'expérience du management dans les conversations et l'expérience qu'il a eues du milieu d'édition, dans l'expérience de Manhattan et des activités économiques et commerciales qu'il a pu y voir quotidiennement. Saint-Exupéry a pu parfaire sa vision du management. Alors, quelle est cette vision du management? Alors, on peut principalement l'associer, bien sûr, au conte philosophique mythique du Petit Prince, dont la lecture et la relecture est pour moi un exercice profond au sens du livre. Je trouve assez merveilleux d'avoir l'occasion de lire Le Petit Prince enfant, adolescent, d'avoir l'occasion de le relire en tant que jeune adulte, adulte un peu plus mûr, ou plus tard dans sa vie, et d'avoir tous les événements de cette lecture passée, présente, projetée, qui se répondent. Voilà, c'est une très belle expérience de la profondeur, c'est un bel exercice spirituel pour cultiver de la profondeur, et je pense qu'il le devient encore plus quand on partage cette expérience avec d'autres, peut-être liés à différents éléments ou différentes étapes possibles de cette trajectoire de lecture ou de ces trajectoires de lecture. Alors bien sûr, le management, il transparaît essentiellement dans la rencontre avec le businessman, par le Petit Prince, dans cet homme qui compte les étoiles et qui se perd dans le calcul, la comptabilité des étoiles. Alors je remarque au passage que Saint-Exupéry nous parle ici plus du management calculé que du management instrumenté, que j'ai évoqué dans l'épisode 2 de mes causeries, même si on est bien dans le même type d'abstraction, de représentation que celui qui est l'objet du management contemporain. On est bien dans un exercice extrêmement représentationniste. Le businessman n'a jamais approché les étoiles, il ne sait certainement pas vraiment ce que c'est, il n'a pas d'expérience métier des étoiles, mais il est dans une activité distante, typiquement managériale. C'est un homme sérieux qui ne sait plus du tout, pour reprendre un terme important du texte, qui ne sait plus du tout ce que c'est que la flânerie. C'est un homme qui est totalement dans le contrôle et l'autocontrôle. Et je trouve cette séquence
assez courte, vraiment magnifique par tout ce qu'elle montre, tout ce qu'elle rend visible du management et de l'expérience du management qui est celle de Saint-Exupéry. Et dans le livre, j'évoque également deux séquences qui ont été retirées. Voilà, le manuscrit qui devait faire 30 000 signes était trop long. L'éditeur a demandé à Antoine de Saint-Exupéry de le réduire à peu près de moitié. Donc, des rencontres, des séquences finalement assez nombreuses ont été retirées. Et une partie importante de ces coupes sont connues, en particulier deux que je trouve intéressantes à évoquer aujourd'hui. Une où Saint-Exupéry avait travaillé une rencontre avec le marketing, les slogans, le narratif interminable du marketing. Donc on est assez proche des apocalypses managériales. Et une autre où il parle d'un bouton magique qui permettrait, une fois pressé, de fabriquer tout objet sur place dont on pourrait rêver. Alors, on peut facilement projeter sur cette séquence retirée, bien sûr, le concept de l'imprimante 3D, assez au cœur de notre monde post-digital aujourd'hui. Et puis, il y a de façon un peu plus disparate dans les livres, les lettres ou des anecdotes sur Saint-Exupéry, un certain nombre d'éléments qu'on peut aussi associer au management. Mais je pense que cette séquence du businessman est la plus saillante, la plus intéressante, la plus interpellante. On peut également trouver dans les écrits de Saint-Exupéry des réflexions très intéressantes sur ce qui est souvent considéré comme un objet du management. Le management doit gérer ça, à savoir le travail. Au passage, je m'étonne parfois qu'on ne considère pas l'activité managériale comme un travail. Alors, pour trouver cette réflexion extrêmement intéressante sur le travail, à cette réflexion également très philosophique sur le travail, il faut aller dans un livre inachevé d'Antoine de Saint-Exupéry qui s'appelle Citadelle, un manuscrit extrêmement intéressant, extrêmement intrigant, style d'écriture quasi religieux, c'est très très intrigant. Il y a quelque chose, même quand on commence à rentrer dedans dans la lecture, et quand on en fait une certaine lecture à voix haute, de presque envoûtant dans Citadelle. Et à l'intérieur de ce livre, on trouve de façon surprenante toute une réflexion sur le travail que finalement Saint-Exupéry n'associe pas strictement à un acte productif, mais qu'il l'associe plutôt à un acte créatif et à un acte temporel, à une temporalité créative. Et il explique qu'à travers l'acte de travail se constitue un échange temporel extrêmement intéressant avec le passé, avec le futur. Il décrit finalement un travail qui serait une transaction au sein de ce qu'il appelle un petit peu mystérieusement, le terme revient à plusieurs reprises, l'Empire, qui est à voir comme une espèce d'infrastructure temporelle dans laquelle tout travail de l'artisan ou de tout travailleur s'intègre. Et Saint-Exupéry, décrivant une véritable éthique du travail, nous explique que l'objectif de tout travailleur devrait être de durer à l'intérieur de cette infrastructure temporelle, devrait être de se projeter par rapport à un futur lointain, par rapport à des frères et des sœurs situés très très loin, en particulier dans le futur. Et tout travail devrait s'interroger, être dans l'effort d'une certaine forme de dignité par rapport à ce futur très lointain. Et il faudrait construire des choses qui pourraient durer dans ce passé très lointain, durer de façon digne dans ce passé très lointain. Alors, il faut comprendre que l'écrit d'Antoine de Saint-Exupéry est autant un écrit matériel, effectivement, un événement matériel du geste de l'artisan qui doit être dans ce souci, dans ce travail bien fait, mais c'est aussi à comprendre comme un effort. Le processus est plus important que le résultat. Qu'importe finalement si ça arrive vraiment, que dans 1000 ans, cet objet existe encore, qu'il ait des caractéristiques dignes, c'est surtout l'effort dans le présent. Et tout ce que la somme de ces efforts contribue à faire en termes de maintien par rapport à l'Empire, cette infrastructure temporelle elle-même digne. Donc finalement,
Dans cet ouvrage, et en précurseur, on peut dire qu'il y a quelque chose de très précurseur dans le travail d'Antoine de Saint-Exupéry, l'auteur nous parle de solidarité temporelle. Il faut être capable de construire des solidarités temporelles par rapport au futur, par rapport au passé. Il y a des points communs extrêmement troublants entre cet écrit et les écrits d'Arendt, notamment sur la question de l'œuvre, les écrits de Jonas, sur l'éthique, sur le futur, et sur les techniques, et bien évidemment, par rapport à Ricoeur, par rapport à la question de la responsabilité. Alors, pour évoquer et répondre à ma dernière question, quelques mots, bien sûr, sur le dernier rendez-vous de Saint-Exupéry avec New York. Quelques mots pour justifier en profondeur la présence d'Antoine de Saint-Exupéry dans mon livre. Alors d'abord, c'est important de préciser qu'Antoine de Saint-Exupéry arrive donc dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale en décembre 1940, le 31 décembre 1940. Il est rejoint en décembre 1941 par sa femme, Consuelo, donc un an plus tard, et il quitte New York en avril 1943 pour se réengager dans les forces armées, redevenir un pilote. Pendant son séjour, paraît en 1942 pilote de guerre. Ce séjour est un séjour extrêmement fixé, à part principalement un séjour au Canada. Il passe l'essentiel de son temps à New York. Il habite d'abord au sud de Central Park, au 27e étage d'un bel immeuble. Il sera donc rejoint un peu plus tard par Consuelo, qui habitera à quelques étages d'écart de son appartement. Il mène une vie assez oisive entre l'écriture, les conversations, les rencontres. Il va évidemment passer beaucoup de temps dans l'écriture du Petit Prince et dans un certain nombre d'amitiés amoureuses ou de relations amoureuses, en particulier avec Sylvia Hamilton. Donc c'est quelqu'un de contemporain de la Seconde Guerre mondiale, et c'est, pour mon histoire, particulièrement intéressant, c'est un spectateur distant de la mobilisation américaine. Il est aux premières loges aux États-Unis, à ce moment-là, les pieds sur l'histoire qui m'intéressait, le moment historique qui m'intéressait. Le Petit Prince lui-même est indissociable du grand moment historique. Voilà, il est écrit au cœur de la mobilisation industrielle américaine, il est empreint d'une certaine atmosphère américaine et même d'une certaine atmosphère new-yorkaise. Et Saint-Exupéry intervient finalement de deux façons dans ma narration-expérimentation. Il intervient dans un événement fictif qu'il était très tentant de créer, constatant où il vivait à Manhattan, ses sujets d'intérêt, ses lieux de fréquentation, par rapport à d'autres personnages et d'autres lieux extrêmement liés à la rencontre entre le management et le digital, à savoir James Burnham et Norbert Wiener, et plus généralement les acteurs des conférences de Massy. Voilà, j'ai trouvé très intéressant d'imaginer une rencontre qui aurait pu avoir lieu, qui aurait dû avoir lieu, et de voir ce qu'elle révélait, ce qu'elle dévoilait en tant que telle, cette rencontre. Et puis j'ai également mobilisé Saint-Exupéry pour essayer de mieux comprendre l'événement américain. J'en ai fait un voyageur aux côtés d'Alexis de Tocqueville pour la période du 19e siècle, de 1830. J'ai également mobilisé Max Weber, qui a fait un voyage américain assez connu en 1904. Et puis, dans la continuité de tout ça, j'ai mobilisé la présence de Saint-Exupéry, j'ai mis ses passés, ses futurs, ses présents aux conversations les uns avec les autres pour mieux comprendre l'événement américain. Donc, Saint-Exupéry, par son voyage immobile, quel paradoxe pour ce poète et pilote, par son voyage immobile, m'a aidé à mieux comprendre l'événement américain. Voilà, je tiens à dire en conclusion de cet épisode 3
qu'il a été très souvent émouvant de me promener dans Manhattan, devant l'appartement du sud de Central Park, de Saint-Exupéry, devant l'appartement de Beekman Place, d'aller devant des lieux comme le restaurant à la Grenouille qu'il a fréquenté, de marcher sur les artères que très probablement il a fréquentées à de très très nombreuses reprises, voilà, de marcher sur ses traces, d'essayer de ressentir, de respirer quelque chose de son exil jusqu'à un certain point, étant pris moi-même sur la période de mars-avril 2020, étant pris au milieu de la tempête de la Covid, grande tempête qui a frappé New York. Et, j'ai moi-même pu partager le sentiment de l'exil et comprendre à quel point c'est un sentiment difficile. Je vous remercie toutes et tous pour votre patience et voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos commentaires à devojani@dauphine.fr. Merci.